Bonjour à tous. Oh là, c'est pas trop fort? Alors, pour me présenter rapidement, donc Laurent Sarrazin, comme ceux qui connaissent, je vois déjà des sourires, la petite machine qu'il y a derrière, donc c'était mon outil de base quand j'avais 11 ans, donc j'ai démarré un peu geek assez tôt. Je menais un peu la vie dure de temps en temps à mes parents, puisque sur ces machines-là, comme vous le savez, c'était branché sur la télé du salon, donc il fallait attendre que ses parents se couchent pour se relever, pour continuer à coder un peu la nuit. Bon, et de fil en aiguille, donc j'ai fait une carrière évidemment dans l'informatique, et surtout pour converger par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que j'ai travaillé à peu près 18 ans ou 20 ans, je ne sais plus, à Société Générale, dans le monde de la banque d'investissement, donc dans le monde du trading, donc pas forcément la bonne agilité, quoi, plutôt le côté chaotique des choses. Et puis surtout, à partir de 2011, en fait, j'ai été le leader d'une énorme transformation agile, d'une DSI qui pesait 4500 personnes, globale. J'avais moi-même passé 3 ans à Bangalore, où j'ai développé pas mal d'équipes là-bas. Ce qui nous a amené à écrire Rupture 12, donc les bouquins qui ont été présentés, puisque quand je suis parti de la Société Générale, on était une trentaine de coachs. Donc évidemment, on n'avait pas les compétences en interne. Il a fallu faire travailler beaucoup de coachs de l'extérieur. Et donc, c'est toutes ces personnes-là qui m'ont aidé à coécrire ces livres-là pour raconter un peu toutes les histoires qu'on a vécues dans les transformations d'organisation, puisque quand on parle de scaling agile, c'était vraiment le cas. Et donc, il y a tout un tas d'histoires, puis je vais vous en raconter certaines aujourd'hui. Et on est en train d'écrire le tome 3. Alors, si je fais de la pub, je vous rassure, hein, ce n'est pas pour se faire de l'argent, puisque ce qu'on récupère comme argent, en fait, on le donne à des associations d'insertion professionnelle, ce n'est pas le but. Et on est en train, les histoires continuent, hein, puisqu'il y a de l'agilité, c'est ce que je vais vous donner un petit peu mon point de vue aujourd'hui. Il y en a de plus en plus. Moi, je trouve qu'en termes de scaling, ça scale plutôt bien, grâce à des nouvelles métaphores, des nouvelles approches d'accompagnement. Et donc, on va vous raconter tout ça, et en plus, j'y reviendrai dessus. Cette version-là sera préfacée par Isaac Getz, que vous connaissez peut-être, qui travaille beaucoup sur les aspects de management libérateur. Alors, j'avais envie de faire une petite plaisanterie sur le scaling agile. Alors, une petite plaisanterie, parce que bon, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien foutre les pieds dedans, le pavé dans la mare. Sur le côté de scaling agile, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit des modèles apparaître. Alors, je ne les citerai pas, je ne veux pas me faire d'ennemis, mais alors des trucs vachement compliqués, je trouve. Certains le voient déjà. Alors que moi, je pense qu'aujourd'hui, si on a un problème sur le scaling agile, c'est tout simplement parce que, en termes, moi, c'est mon point de vue, encore une fois, ça n'engage que moi, hein, je trouve que l'IT, on la garde pour nous, l'agilité. Et si on est venu aujourd'hui, et je l'avais proposé au mois de février, quelque chose de... Il faut qu'on s'ouvre, c'est-à-dire il faut ouvrir la cage aux oiseaux, donc je ne vais pas vous chanter parce que je chante très mal, Pierre Perret, mais il faut simplement que nous, côté IT, on se mette à accueillir les fonctions en fait, d'une organisation pour leur faire connaître l'agilité et pas que ça reste chez nous de façon endogène et qu'on soit proprio en fait parce que ça vient du monde informatique, parce que ça vient des supercodeurs, etc. quoi. Donc c'est l'idée, je suis super heureux que les orgas en fait Montpellier aient pris le défi et de créer ces villages-là, parce que moi en tant que je suis coach d'organisation aujourd'hui, on voit qu'il faut aller vers ces fonctions-là, donc les métiers des RH, les gens de la com, les fonctions des achats, les décideurs, etc. À partir du moment où on va accueillir ces personnes-là avec leur langage, etc., l'agilité pour moi elle va scaler naturellement sans avoir des modèles hyper compliqués de conduite de changement, etc. Donc voilà, donc c'était la petite boutade, donc il faut qu'on ouvre la petite porte et puis que l'agilité s'envole. Mais je commence en fait mon propos aujourd'hui, je vais commencer avec ce charmant bonhomme que vous connaissez probablement, qui s'appelle Michel Serres. Moi qui m'a impressionné parce que je l'ai eu de la chance de l'avoir quasiment face à face pendant 30 minutes. Et en fait, cette personne-là, elle m'a éclairé sur un truc qui m'a permis vraiment de raccorder en fait l'agilité, qui n'est pas une fin en soi, qui est juste un moyen, et en quoi l'agilité aujourd'hui prenait tout son sens. Ce qu'explique Michel Serres dans son petit bouquin, La petite poussette, hein, je ne sais pas si vous voyez avec les petits pouces, ça fait 80 pages. C'est un bouquin, comme j'aime bien dire, qui est intéressant à laisser traîner sur sa table de salon si on a des ados, parce qu'ils vont se retrouver dedans et ça va générer des discussions assez intéressantes. Et globalement, ce qu'explique Michel Serres, c'est que l'humanité, là, on a eu grosso modo 3 grands chambardements dans les relations qui nous unissent. Donc il y a eu à l'époque un peu de la préhistoire, quand ils sont passés de l'oral à l'écrit, quand ils ont commencé à écrire sur les murs. Deuxième grand chambardement, je vous la fais courte, c'est à l'époque de Gutenberg, quand on est passé en fait de l'écrit à l'imprimé. Puis surtout, il insiste bien sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire la digitalisation de la planète, l'ultra-connectivité qu'on a entre nous, et par le fait, la complexité qui devient exponentielle. Donc ça, vous le savez, tout va super vite. Les bonnes nouvelles vont aussi vite, les mauvaises nouvelles aussi vite aussi. Donc c'est pour ça que les boîtes montent des cellules de réputation, etc. Mais c'est que tout change très vite. Et en fait, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que c'est difficile de l'ignorer. Donc ce que vous avez en papier peint derrière, c'est ce qu'on utilise en sociologie des organisations. C'est-à-dire que ça va
toucher l'individu, ça touche la notion d'équipe, ça touche les départements, ça touche l'orga parce que ça touche la planète. Donc en fait, on vit un phénomène sociétal aujourd'hui et c'est difficile de l'ignorer. Et ce qu'il faut, moi ce que j'aime expliquer après ou clarifier, c'est de se dire que jusqu'à maintenant, notamment dans la conduite de projet, on avait mis en place des systèmes de gestion de projet, d'accompagnement d'équipe, etc., qui étaient extrêmement prédictifs, et qu'aujourd'hui, par rapport à cette complexité qu'il faut accueillir si on ne veut pas rester sur le bord de la route, eh bien, il faut accepter en fait, que ces systèmes-là sont en fin de cycle aujourd'hui et qu'il y a des choses nouvelles en fait, qui vont se passer. Ces choses-là, en fait, qui ont été faites jusqu'à un certain temps, en fait, elles avaient été mises en place pour essayer de limiter la fragilité, pour faire en sorte qu'on soit assez robuste. C'est pour ça que même les outils de gestion de projet ou les mécanismes de gestion de projet venaient du monde du bâtiment, etc. Et de tout prédire, créer ce sentiment de sécurité. Avec des indicateurs qu'on suivait bien, vous connaissez peut-être, hein, c'est l'histoire d'indicateurs pastèques, hein, on suit, les specs sont bien faites, c'est vert, la conception est bien faite, c'est vert. Quand on va s'approcher du code et des tests et tout, on va couper à l'intérieur, puis ça ne sera pas de la même couleur. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ces trucs-là en fait, créent plus de fragilité qu'autre chose, et donc il faut passer à un autre modèle. Et puis, il y a des gens comme Jürgen Appelo, j'en parlerai après, puis d'autres qui nous ont ouvert un peu les yeux aussi sur tout ce qui est complexité et systémique. Et il y a des petites choses qui ressortent, et notamment celui-là que je trouve assez fort, c'est le Darkness Principle. C'est de se dire que face à cette complexité qu'on a autour de nous, tout ne peut plus, faut accepter que ça ne puisse plus tenir dans la tête d'un seul cerveau. Donc que ce soit un expert, que ce soit un chef de projet, que ce soit un chef d'équipe, ce n'est plus possible de tout maîtriser. Donc ceux qui pratiquent l'agile, vous voyez déjà où on va chercher les fondations. Donc aujourd'hui, pour accueillir cette complexité qu'on a à l'extérieur, ce qu'on va trouver dans les organisations, c'est qu'on a quelque chose, on a un matériel qui est formidable. C'est simplement d'aller utiliser la complexité qu'on a en interne, c'est-à-dire tous les cerveaux qu'on a à notre disposition, et puis après des processus qui vont bien pour mettre tout ça, pour orchestrer tout ça. Donc c'est là que les cerveaux, quand on veut tous les mettre en place, on parle d'intelligence collective. Vous connaissez ce genre de choses. Et puis moi, ce que j'essaye de proposer aujourd'hui, c'est de se dire, on a l'agilité. Et l'agilité est plus le management libérateur, puisqu'en effet, il faut libérer un petit peu les choses pour y aller. Ça fait un cocktail assez intéressant. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je le rappelle juste là, on va retrouver donc, dans l'agilité un sérieux coup de pouce par rapport à ça. On retrouve notamment, j'ai mis juste en avant deux valeurs qui sont très branchées en fait, sur les interactions entre les individus, que ce soit à l'intérieur d'une équipe ou à l'intérieur de l'organisation. Donc globalement, quand on me demande de faire cette keynote aussi dans les entreprises qui ne connaissent pas encore bien l'agilité, c'est de se dire, par rapport à cette complexité, n'allez pas chercher quelque chose de nouveau. On a quelque chose sur étagère qui s'appelle l'agilité, qui fonctionne très très bien. Et puis on peut aller chercher ailleurs aussi. Et aujourd'hui, il y a des gens, donc encore une fois, comme Isaac Getz et Frédéric Laloux, etc., qui font émerger des choses très intéressantes, et notamment dans des endroits qui ne viennent pas du monde de l'IT. Ce que vous avez là derrière, en fait, c'est l'histoire du commandant Marquet. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Déjà, c'est un commandant de sous-marin de la Navy. Enfin, il n'est plus commandant d'ailleurs, puisque maintenant il fait du conseil. Il a trouvé qu'il y avait d'autres sources d'argent intéressantes. Et en fait, quand on regarde, vous aurez la bibliographie après de toutes ces références-là pour vous y replonger les petites vidéos. Ce qu'a fait cette personne-là, ce qu'il explique rapidement dans son petit bouquin, dans sa petite vidéo, c'est qu'il a pris le commandement d'un sous-marin qui n'était forcément pas celui, c'était un peu le bizutage, qui n'était pas forcément le meilleur de la Navy. Il ne connaissait pas forcément les sous-marins non plus, donc il a pris en charge le truc. Et puis, ils ont failli se mettre par le fond assez rapidement. Et quand il a essayé de chercher à comprendre pourquoi, ce que lui ont dit, c'est N-1 entre guillemets, et tu as donné un ordre, on a exécuté. Pareil, je la fais courte. Et ça l'a un peu retourné, cette histoire. Et puis il s'est dit, c'est quand même bête, parce qu'au lieu de tout piloter avec un seul cerveau, j'en ai quand même 134 à ma disposition, ça serait peut-être bien que je les utilise et qu'on soit un peu performant. Et donc ce qu'il explique, c'est grosso modo, je ne sais plus si ça a duré 1 an ou 1 an et demi, quelque chose comme ça, il a essayé de réinverser pour que ça s'auto-organise, en fait, donc l'auto-organisation, pour les agilistes, ça parle. Mais l'auto-organisation, on l'a que si on a un cadre. Donc il a fixé un cadre, et le cadre qu'il a donné, en fait, c'est globalement, moi je délègue tout. Voilà. On va tout déléguer. Donc on va passer d'une posture de j'ai le contrôle à je donne le contrôle. Et comme on le voit là-haut, il a juste gardé un ordre pour lui, c'est lancer des ogives. Parce que d'un point de vue déontologie, éthique et tout, il a dit je garde juste. Et donc il a mis en œuvre tout un tas de stratégies, et je vous en parlerai à la fin, pour commencer évidemment à ce que ça s'auto-organise et que ça devienne extrêmement performant et que son sous-marin, en fait, qui est un outil à la fois compliqué et complexe et tienne compte de la complexité extérieure, intègre tout ça. Donc, je vous en raconterai d'autres histoires, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a d'autres choses à aller chercher dans un monde qui n'est pas le nôtre,
qui nous apprennent beaucoup de choses sur des modes de leadership et pour aller vers les organisations agiles. Donc c'est pareil, moi j'aime bien les métaphores, les petites boutades. Donc ce que j'essaye de dire aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a un mariage à pas rater qui me semble vraiment très intéressant. Donc mariage du siècle, du 21e siècle, c'est l'agilité et la complexité. Parce que souvent quand on nous demande mais pourquoi l'agilité, à quoi ça peut servir, etc., bah, ça se branche vraiment très très bien. Alors on sait que l'agilité, aujourd'hui, il y a une cagnotte, évidemment, si on va vers l'agilité. On sait qu'on va gagner en time to market, on sait qu'on va pouvoir acquérir les changements, on sait qu'on va gagner un meilleur alignement entre les métiers et l'informatique, etc. Et ce que je vois aujourd'hui, en fait, dans les organisations, il y a un gros changement. Depuis cet été, moi j'ai perçu un énorme changement depuis 2 ans. Et en fait, les grands groupes comme des PME, on sent que ça frétille de partout au niveau de l'agilité. C'est-à-dire que si on prend un peu comme... Ils ont fait un peu le deuil de se dire, oui, l'agilité, on fait un déni dessus, on ne veut pas y aller, on ne veut pas regarder, etc. Là, ils sont en train plutôt de se dire, bon, comment on va faire? Et ils ont fait des expérimentations, ils voient que ça marche, et ils se posent le problème du scaling aujourd'hui. C'est comment on fait? Ils ont un peu la trouille, ils ne savent pas trop comment y aller. Parce qu'en plus, ils ont compris, parmi les gens que je rencontre aujourd'hui, ils ont compris que l'agilité, ce n'était pas qu'une histoire de DSI, ce n'était pas qu'une histoire d'informaticien, et que globalement, si on veut devenir agile à l'échelle de l'organisation, c'est une chaîne de valeur intégrale des clients à la production. D'accord? Et on sait bien que derrière ça, il y a des défis quand on veut faire l'agilité. Donc, ce n'est pas juste une problématique de la DSI, il faut embarquer les métiers. Donc, il faut remonter en général au DG pour aller embarquer les gens marketing, commerciaux, machin, etc. Et puis, si c'est une DSI et pas une DOSI, c'est-à-dire si les opérations ne sont pas chez lui, il faut remonter aussi pour aller embarquer les gens de la prod. Puis des fois, la prod, elle n'est même pas dans la boutique, elle est infogérée. Donc, ils prennent conscience de ça aujourd'hui. Pareil, les entreprises que j'accompagne prennent conscience que l'agilité, ce n'est pas juste des méthodes ou des pratiques, c'est tout un écosystème. Le dessin est un peu moche parce qu'il est encore un peu PowerPoint, je n'ai pas eu le temps de le bricoler comme il faut. Mais ce qu'ils arrivent à comprendre, c'est en effet, c'est qu'on va toucher à l'organisation, on touche à la relation avec les métiers, on va toucher au mode de leadership, et ça, je vais bien insister là-dessus parce que pour moi, c'est ce qui bloque beaucoup aujourd'hui. On va toucher à l'ingénierie dans les équipes, on va toucher aux relations à la prod. Donc ça peut faire un peu peur parce qu'ils se disent, merde, mais c'est un Big Bang, il faut qu'on casse tout, quoi. Donc l'idée, évidemment, si on a rupture douce derrière, c'est pas de tout casser, c'est de créer un nouvel écosystème et puis progressivement d'aller grandir dans cet écosystème. Et donc derrière ça, on insiste beaucoup, ils commencent à le comprendre, de se dire que oui, l'agilité, en fait, c'est pas que des pratiques, parce que souvent, quand on y va, on nous bombarde du Scrum, du Kanban, etc. Donc on reste vraiment logé dans les pratiques très basses. Et puis, moi, j'ai vu pas mal quand même de clients qui sont asservis par les pratiques, c'est-à-dire on fait du Scrum by the book, on fait du Kanban by the book, on se met vraiment des menottes, alors qu'en fait, les pratiques sont là pour servir, elles ne sont pas là pour asservir. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, si encore une fois je reviens sur du scaling agile, si on remonte au-delà de la DSI, on monte aux dirigeants, etc. Et c'est intéressant de leur faire comprendre qu'il y a d'abord des valeurs et il y a des pratiques. Et qu'ensuite, d'aller sur des principes, pardon, et que d'aller ensuite sur les pratiques, elles sont documentées, il n'y a pas de problème. Le souci, il n'est pas à ce niveau-là, il est vraiment au-dessus. Donc derrière ça, comme je vous l'ai dit, c'est de la systémique d'organisation. Ces gens-là étaient dans un état qu'ils trouvaient assez stable et ils se disent il va falloir vraiment qu'on se bouge pour aller vers une autre culture, vers un autre état. Et l'idée, c'est de se dire quand on va y aller, il y a des chemins possibles, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on évite que ce soit une crise ou que ce soit un drame. Donc, comment on peut faire? Donc, on en est un peu là aujourd'hui. Et là, c'est quelques slides que je représente qui viennent de ce survey de version 1 qu'on a tous les ans, tous les 2 ans, je ne sais plus, qui nous donne quand même des indicateurs intéressants, nous, en tant qu'accompagnants, sur où ça coince aujourd'hui quand on veut y aller. Donc on voit à chaque fois les problématiques de résistance au changement, les problématiques de culture. Il y a quand même des choses au milieu, et je vais insister un peu dessus sans stigmatiser, mais aujourd'hui c'est vraiment un axe de travail assez intéressant, c'est sur le management. Parce qu'en général, le management, donc le top veut y aller à l'agilité, le bas veut y aller, puis au milieu, ce qu'on appelle un peu le ventre mou, c'est pas top, on a vraiment du boulot. Donc je vous donnerai quelques boosters après pour essayer d'y aller. Et tout ça, c'est détaillé dans ce type de rapport, ce qu'on trouve, et à chaque fois, en fait, moi, ce que j'essaye de voir aujourd'hui, c'est que si on a des flingues, des bloquants au niveau du management et des leaders, ben c'est légitime parce que quelque part, on va casser beaucoup de repères.
Ils avaient un GPS pour gérer leurs équipes, leurs projets, etc. Et puis là, on va se plonger dans un monde finalement où le temps, on ne le gère plus de la même façon, la valeur, on ne la gère plus de la même façon, les hommes, on ne les gère plus de la même façon. Donc, on leur flingue tous leurs trucs quelque part. Donc, c'est normal qu'ils soient largués. Et c'est à nous, en fait, de les éveiller, puis de les reconnecter à un nouveau GPS avec des postures particulières. Donc, j'y reviendrai, plutôt de coaching, pour qu'ils trouvent leur chemin et qu'ils s'équipent d'une nouvelle boussole pour y aller. Donc, l'agilité, en fait, c'est un peu normal si on n'y va pas tout de suite du premier coup. Donc ça, c'est des choses de Schneider qui ont été dessinées par Michael Saota. Donc c'est encore des choses qui viennent de la sociologie des organisations. C'est intéressant parce que les sociologues s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait, nous les agilistes, parce qu'en plus, on ne fait pas que parler, on le fait pour de vrai, quoi. Donc ils viennent nous voir. Grosso modo, c'est un cadran, bon, il vaut ce qu'il vaut, hein, c'est un modèle, donc comme tout modèle, il est critiquable, mais il peut aider. Et souvent, donc, on se retrouve avec des entreprises où on est vraiment dans ces notions de bleu, là, contrôle, très hiérarchie, la méritocratie, etc. Et puis, l'agilité, on veut emmener les gens dans l'autre monde, là. Donc, il faut y aller, il faut trouver des petits chemins, ça ne va pas se faire tout de suite. Alors, maintenant, pardon pour le son, quand j'insiste, je vais changer, je vais vous donner maintenant quelques boosters que je donne aujourd'hui donc aux entreprises pour essayer donc de développer leur agilité. Donc, globalement, c'est vrai que je travaille, on me l'a dit, on m'a fait cette remarque, mais Laurent, tu travailles souvent, en fait, il y a eu déjà des morceaux d'agilité en fait dans l'organisation, puis en effet, il faut scaling, il faut aller plus loin, quoi. Donc je travaille avec ces petits trucs-là. Donc les boosters, le premier booster que j'aime bien dire, c'est le jardinier. Le jardinier, alors c'est très métaphorique évidemment, donc qui est le leadership agile. Mais en fait, ce qui est intéressant, donc, c'est de se dire qu'aujourd'hui, si on veut libérer l'agilité pour qu'elle grandisse, il faut libérer les hommes, tout simplement, pour qu'ils s'auto-organisent. Alors, il y a un mythe aussi qui traîne, et si les managers peuvent avoir peur de l'agilité, c'est qu'ils ont entendu parler d'auto-organisation et dire « ouais, l'agilité, ça veut dire mon boulot, squick, c'est fini ». Et puis, on entend des choses de boîtes, moi que j'aime pas trop, genre Zappos, etc., qui vont dire « ok, nous, on a tué le management, il n'y a plus de management, etc. » Ou il n'y a plus de manager, je crois, ils ont dit. Alors, même s'il n'y a plus de manager, il y a toujours du management parce qu'une structure, il faut qu'elle tienne, sauf qu'on va le distribuer, le management, et que la posture des managers va changer. Et il y a des raccourcis comme ça qui foutent la trouille aux managers aujourd'hui. Donc, nous, en tant que coach, il faut qu'on démystifie un peu tout ça. Donc, les managers, bien sûr qu'on en a besoin pour installer l'agilité. Et ce qu'on va leur demander, c'est plutôt d'avoir cet esprit de cultiver, de faire grandir leurs équipes. Donc, de fixer un cadre et puis de les laisser décider. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié, si vous étiez au Scrum Day, quand Alistair Cockburn a refait sa keynote, il a vraiment reprécisé que dans Core Scrum, il y avait 4-5 points et c'était « Let the team decide ». Mais ça ne tombe pas du ciel parce qu'on est dans des organisations et des cultures. On a toujours conditionné les personnes, en fait, à leur donner plutôt des instructions. Et donc là, il y a des désapprentissages des deux côtés, côté management, mais aussi côté collaborateur, parce que même si le manager travaille, il faut que les collaborateurs puissent recevoir, accueillir ces permissions pour s'auto-organiser. Donc ça, c'est une métaphore intéressante. Et l'idée derrière, donc, pour que ça carbure tout ça, c'est d'aller chercher la motivation intrinsèque des personnes. Donc il y a motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Donc pareil, une piste à lire ou à regarder en vidéo, regardez un peu du Dan Pink, pareil, alors j'ai l'habitude de le dire, ils se marrent là, les dessinateurs, on se le met en injection, c'est des petites vidéos de 18 minutes à regarder, vous regardez sa vidéo sur l'aspect motivation. Motivation extrinsèque, c'est que souvent dans les organisations, on va essayer de motiver les gens avec des promotions, des bonus, enfin des carottes, etc., qui sont des facteurs un peu délicats, parce que quand ça ne tombe pas, évidemment, c'est des gros facteurs de démotivation. Donc là, le boulot du manager agile ou du leadership agile ou du jardinier, ça va être de trouver la motivation intrinsèque des personnes, c'est-à-dire qu'est-ce qui les anime pour le plaisir de venir travailler sans qu'il y ait des choses qui viennent de l'extérieur. Donc il y a tout un tas de trucs pour faire ça. Alors, une bonne piste derrière, si vous vous intéressez un peu à ce qui se passe dans la sphère agile, on a un grand agiliste qui s'appelle Jürgen Appelo qui a développé un modèle qui s'appelle le Management 3.0. Un modèle qui est un peu bizarre, comme il aime bien le présenter, Jürgen, il ne voulait pas faire un truc de consultant carré, machin, PowerPoint et tout, avec plusieurs vues. Mais si vous vous intéressez, donc le bouquin est assez dense à lire quand même. Mais derrière, donc, il va donner tout un tas de trucs justement pour aller comment motiver les personnes, comment faire. Alors, empower, c'est pas leur donner la puissance, mais les auto-organiser. Puis après, comment faire grandir ces structures. Donc ça existe, c'est sur étagère. Il faut s'y plonger. Donc c'est des choses intéressantes. Et donc, Jürgen utilise pas mal la posture de jardinier à l'intérieur. Puis l'autre grand bonhomme dont je parle beaucoup en ce moment et vraiment que j'adore, c'est Isaac Getz, donc qui a écrit Liberté et compagnie, donc pas du tout IT, prof d'économie à l'ESCP. Donc pas du tout dans notre sphère, mais avec qui on a quand même beaucoup d'échanges parce qu'il s'intéresse beaucoup à notre forme de management ou de leadership dans le cadre de l'agilité. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il ne nous connaissait pas, mais quand vous allez voir les confs de Isaac, il utilise également la même métaphore, le jardinier. Donc là, je me suis dit, tiens, il y a un truc à prendre quand même. Une personne qui ne se connaissent pas, c'est quand même deux pointures, ils parlent du même chose, donc il y a forcément un truc derrière. Donc là, c'est une petite lecture aussi que je recommande, c'est un petit bouquin jaune, hein,
9 euros, pas très cher. Et donc, ce qu'a fait Isaac, il a fait un travail fantastique d'aller chercher plein d'entreprises qui vraiment ont des chiffres d'affaires très intéressants aujourd'hui, grâce à un management libéré, donc des organisations par le fait que moi j'estime être agile, parce que le management a libéré les collaborateurs. Donc, et vous avez des exemples qui viennent, alors les plus connus c'est Favi, donc Favi c'est des fonderies, ils font des petites pièces en cuivre hein, pour des boîtes de vitesse, donc on n'est pas du tout dans des startups, la Silicon Valley, etc. Il va parler de Poult, qui est une biscuiterie, il parle aussi d'entreprises internationales comme Gore, hein, ceux qui font les fringues en Gore-Tex, etc. Et il y a plein de pistes derrière de voir un peu comment, pour rendre ces organisations agiles et en adhérence complète avec cette complexité du XXe siècle, pour vraiment, c'est moi l'expression, déchirer en termes de chiffre d'affaires, comment la posture managériale a complètement été changée dans ces organisations. Donc ça, c'est le premier booster, c'est de devenir des jardiniers. Le deuxième que je donne, c'est en fait, c'est l'échelle. C'est de travailler avec une échelle, parce que moi, je travaille beaucoup avec une approche de coaching qui s'appelle le Solution Focus. Et quand on veut aller vers l'agilité, en fait, les personnes que je vois, que je côtoie, parlent beaucoup d'agilité comme une finalité, alors que nous, on va d'abord travailler pas sur pourquoi mettre en place l'agilité, mais on va déjà les emmener vers le résultat. C'est-à-dire, souvent, donc ce petit dessin que j'ai mis là, les gens se positionnent sur le départ, pensent objectifs, ça va être quoi nos objectifs, nos machins. Nous, pour les aider, on va les pousser, on va les emmener derrière la ligne d'arrivée. Et là, on va vraiment leur faire réaliser les résultats qu'ils attendent avant de nous parler d'agilité, de Scrum, etc. C'est en fait, qu'est-ce qu'ils veulent devenir et à partir de là, qu'est-ce qu'ils font. Hein, d'accord. Puis après, c'est beaucoup plus facile de refaire le chemin dans le sens inverse. Ça, c'est des techniques qui sont vachement utilisées dans le sport aussi. Hein. J'ai mis une petite anecdote de Carl Lewis, etc. C'est des trucs qu'on utilise en sophrologie pour préparer des épreuves sportives, des grands meetings, etc. On va visualiser où on en est. Et donc, je commence par travailler avec ça dans les entreprises. Et puis après, l'histoire de l'échelle qu'on voit au milieu, c'est simplement de se dire, bah, voilà, vous imaginez le résultat et vraiment, vous allez me décrire ce résultat vers lequel vous voulez être, quoi qu'on fasse. Et simplement leur demander après sur une échelle entre 0 et 10, donc quelque part par rapport à ce futur qu'ils désirent, de leur demander où ils s'évaluent aujourd'hui et surtout d'aller après, donc même si c'est 2 ou 3 parce qu'ils estiment qu'ils ont un chemin complètement dingue à faire, mais c'est de leur dire derrière, vous êtes à 2, c'est juste génial, qu'est-ce qui a fait que vous êtes déjà à 2 ? Alors que dans la culture française, je suis désolé de dire, on voit plutôt le verre à moitié vide, on va plutôt demander qu'est-ce qui fait que tu es qu'à 2 ? Non, là c'est qu'est-ce qui fait qu'on est déjà à 2 ? Et en fait, les personnes vont chercher déjà ce qu'elles ont fait qui marche et on va travailler sur les choses qui marchent et on va les emmener. Donc ces petits trucs et astuces de travailler juste avec des échelles comme ça est un sacré booster en fait pour les organisations. Booster numéro 3, alors il fait de la pub pour son business, mais non, c'est aussi pour vous éveiller sur autre chose, c'est d'utiliser des cannes à pêche. Alors les cannes à pêche, c'est le coaching en fait et la facilitation. C'est de se dire, encore une fois, souvent, quand on va dans les entreprises, quand elles veulent aller vers l'agilité, de par leur culture, elles vont travailler sur les freins, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous empêche d'y aller, etc. Donc, patauger un peu dans les problèmes. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, là, avec l'histoire de l'échelle, c'est plutôt d'aller chercher ce qui marche, d'aller chercher des solutions, c'est de faire avancer les gens. Et donc, c'est de travailler sur les forces qu'il y a dans l'entreprise, parce qu'il y en a toujours, en fait, des forces. Il y a toujours du matériel sur lequel on peut s'appuyer et tout de suite mettre les gens dans l'action pour aller vers l'agilité. Et finalement, permettre aux gens, et je dis bien permettre, ça c'est un des boulots du coach, de donner des permissions, et de permettre aux gens en fait de se créer des horizons qui vont être attractifs et donc attracteurs. Quand vous êtes à travailler dans du problem fixing, problem solving, avec toute une stratégie de résolution de problèmes, ce n'est pas des horizons qui font forcément super plaisir, quoi. Tandis que là, c'est des stratégies de coaching complètement différentes et qui permettent aux personnes d'aller dans ce sens-là. Alors pour ça, il y a plein de choses. Mais l'idée, c'est surtout de permettre aussi aux gens de coélaborer le chemin et de collaborer tout ce qu'il faut pour aller vers le futur. Donc, j'aime bien jouer avec les mots, donc je ne parle même pas de collaborateurs, mais de co-élaborateurs, toujours le co, avec différentes techniques. Alors, les techniques aujourd'hui, c'est faire rentrer dans les entreprises, et surtout en France, parce que ce n'est pas trop notre culture à la base, le coaching et la facilitation. Souvent, ce qu'on peut percevoir en France, c'est quand on a un coach, généralement, c'est déjà 80% du coaching est prescrit en général, donc c'est je te mets un coach parce que ça ne va pas fort, donc tu vas. Hein. Alors que si on va dans la culture anglo-saxonne, généralement, quand on a un coach ou quand on le demande, c'est justement parce qu'on est déjà bon puis on veut encore aller au-delà. Donc le coaching, donc la petite anecdote, hein, c'est une photo de prise dans le métro là, de adopter un mec. Donc adopter le coaching et la facilitation, c'est des choses qu'il faut faire rentrer dans l'entreprise. Et avoir un coach, c'est pas se mettre en thérapie, parce que ça aussi, il y a des mythes là-dessus où on va rester. Non, il y a plein de stratégies aujourd'hui de coaching bref,
qui permettent à vous de trouver justement ces horizons attractifs, de vous déclencher des choses pour mettre en place l'agilité pour aller vers votre futur agile, de sorte que le coach se retire au plus vite et vous permet, même si le terme n'est pas très joli, de vous autonomiser. Alors, la métaphore de la canne à pêche, en fait, elle vient d'un grand maître coach français qui s'appelle Vincent Lénart. Et l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, les entreprises qui sont assez nourries par le consulting et des solutions clés en main, donc ce qu'on appelle des poissons. C'est-à-dire que l'entreprise a besoin de quelque chose, on va voir un consultant, le consultant donne la réponse, je donne un poisson. Et puis quand l'entreprise a encore besoin d'autre chose, on va revoir un autre consultant, je redonne un autre poisson. Et puis je mange des poissons, etc. Donc à un moment donné, en termes d'apprentissage, ce n'est pas forcément top, il n'y a pas forcément d'appropriation. Donc l'idée de la canne à pêche, c'est de travailler avec un coach et de se dire, plutôt que de toujours prendre des poissons, c'est d'apprendre à avoir des cannes à pêche et à chercher ses propres poissons. Et on arrive à le faire. Alors évidemment, pas tout le temps. Il y a des situations d'urgence ou de crise où il faut le poisson pour débloquer, ou alors il y a des situations où, quand les personnes arrivent dans des zones de non-compétence, parce que notamment elles apprennent à agiter, et je n'ai pas dit d'incompétence, de non-compétence, donc quand on est dans la non-compétence, c'est-à-dire qu'on va innover quelque part, donc là, oui, on fait de l'injection, on va prendre un poisson, on prend un mentor, etc., puis après on se recule, et puis on prend une posture de coach derrière. Donc des choses très intéressantes. À mi-chemin entre le coaching et puis, on va dire, le consulting, il y a des choses comme la facilitation, donc on pratique de plus en plus. Donc là, je vous ai mis deux références qui sont assez connues. Donc les Innovation Games d'un côté, Gamestorming de l'autre. Gamestorming est traduit en français aujourd'hui. Donc dans Gamestorming, par exemple, vous trouvez à peu près 80 ateliers qui sont vraiment intéressants à utiliser quand vous voulez déclencher du mouvement dans votre entreprise, explorer, etc. Innovation Game, qui n'est pas traduit, je crois, c'est Lucoman, donc c'est du revival, parce que c'est des trucs des années 70-80 que les agilistes ont repris, on n'a rien inventé encore là. Les Innovation Games, vous en avez 12 dedans, et ils sont extrêmement bien décrits, contrairement aux 80, parce que quand vous vous lancez là-dedans, c'est bien aussi de démarrer avec un accompagnant, parce que l'intérêt de ces ateliers, c'est pas de faire l'atelier en soi, évidemment, c'est tout ce qui va être comme activateur de déclic psychocognitif à l'intérieur. Et puis le plus important dans tous ces ateliers, des fois c'est des jeux, c'est le débrief. Et ça, il faut savoir le faire, c'est pas permis forcément à tout le monde, donc c'est bien d'apprendre. Mais ça, c'est des trucs qu'il faut intégrer aussi dans les entreprises. Moi, j'en ai usé à outrance, donc ça, c'est des photos, c'est du réel, quand j'étais à la Société Générale, et maintenant, dans toutes les entreprises que j'accompagne, alors évidemment, il y a beaucoup de post-it, c'est très coloré, etc., mais on arrive à introduire ce genre de choses, et à tous les niveaux de l'organisation, c'est-à-dire on travaille avec des équipes, mais jusqu'au comité de direction. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que ce phénomène, en fait, est encore une fois sociétal, et que même les costards cravates, etc., vont se mettre aussi dans ces ateliers aujourd'hui, parce que ça fait émerger des choses de façon très rapide et surtout vraiment basé sur de la motivation intrinsèque. Donc c'est des bons activateurs de motivation intrinsèque. Le quatrième booster que je vous propose, c'est ce qu'on appelle un véhicule, parce que le coaching, en fait, c'est un véhicule, c'est une forme de véhicule pour aller d'un point A à un point B, qui s'appelle Rupture 12. Donc ça, c'est le truc que je présente régulièrement dans différentes keynotes. Donc un véhicule, 10 minutes, moi j'ai 12. Donc un véhicule sur lequel il y a un cadre autour, et puis à l'intérieur, donc on va charger avec différentes choses. Et l'idée de Rupture 12, pourquoi Rupture 12, c'est-à-dire c'est d'avoir... Les gens vont s'interroger sur le terme, pourquoi Rupture 12? Donc c'est qu'il y ait cette humilité de se dire, on va rompre avec le passé, puisque on est en fin de cycle et on est dans un nouveau cycle, mais l'idée c'est qu'on va le faire en douceur. On ne va pas le faire en cassant des bonhommes avec des conduites de changement au forceps, qu'on en a pu connaître encore récemment sur des approches comme le Lean, ce genre de choses, pour ne pas les citer. Et la base de Rupture 12, en fait, alors c'est encore des petites métaphores, c'est qu'on va travailler vraiment plutôt sur la connexion des personnes, sur remettre les énergies en place dans les orgas qui ne le sont pas, pour justement créer ces chaînes de valeur fluides. Donc pour ça, moi j'aime bien le shiatsu. Donc on va faire du shiatsu, en fait, pour reconnecter tout ça. Et surtout, moi, mon approche, c'est qu'on n'est pas des ostéopathes, parce que bien souvent, quand on va à l'agilité, j'ai toujours cette remarque-là, donc oui, mais il va falloir revoir l'organisation. Alors là, si vous commencez comme ça, évidemment, là, les chefs, ils vont se réveiller, touche pas à mon orga, touche pas à mon territoire, touche pas à mon machin. Je dis non, une fois que les gens vont pouvoir travailler ensemble, se reconnecter, c'est eux qui décideront s'ils doivent retoucher à l'organisation, donc aux hiérarchies. Mais après, on voit des systèmes intelligents, même si les hiérarchies sont conservées, et notamment dans le cadre, je vois du développement et puis de la prod, les gens de la prod arrivent à se mettre au service des gens du dev ou inversement, même s'ils sont dans leur hiérarchie, mais ils arrivent à passer le cadre et à passer au-delà de ça. Alors Rupture 12, c'est un truc qui se passe en 3 temps. Et en fait, globalement, ce qu'on a fait dans Rupture 12, quand on l'a appliqué à la Société Générale, on a appliqué l'agilité, tout simplement, donc processus agile, à un produit qui est l'organisation.
Donc, on a démarré, je vais revenir sur le 1 et le 2, mais globalement, on a démarré donc avec ces ateliers-là pour faire, comme vous faites dans un produit agile, c'est-à-dire des ateliers de visioning, tout simplement, product vision, machin, etc. Donc, l'organisation agile. On a identifié en fait toute une liste de sujets et de thèmes sur lesquels on allait travailler. Puisque vous voyez derrière, la petite séquence derrière, c'est qu'on va dérouler ce qu'on appelle des itérations. Sauf que là, moi, c'est des itérations que j'ai appelées des saisons, comme les séries télé. C'était un peu plus fun que d'appeler ça itération. Et puis, c'est des saisons de 7 semaines, parce que les 7 semaines s'intercalent entre les vacances scolaires. Donc, il y a des groupes de travail qui vont travailler pour faire évoluer l'organisation. Et on livre, toutes les 7 semaines, un petit incrément de l'organisation agile, avec grosse démonstration, des foires, etc. Et donc, ça marche super bien. Donc, c'est un véhicule comme ça qu'on charge avec ces petits wagons, saison en saison. Et puis, en fait, comme on tient compte du biorhythme des gens avec les histoires des vacances scolaires, etc., on n'est pas en train d'essouffler les personnes. Donc, en fait, c'est un véhicule, les gens l'ont adopté donc, dans plusieurs cas. Et c'est un véhicule, ils m'ont appelé ça même de l'innovation continue, parce que finalement, comme on est dans des démarches apprenantes, eh bien, on apprend en permanence. Et ils trouvent que ce petit véhicule est sympa. Et donc ça, maintenant, moi, les gens que j'accompagne, les comités de direction, etc., quand on a un comité de pilotage sur les transfos agiles, résonnent en saison aussi. Donc on entend ces métaphores qui se propagent dans le management, et là, ça veut dire que c'est gagné. Alors comment on fait pour être un peu plus pragmatique? On démarre avec différents ateliers. Donc là, par exemple, je vous ai mis, c'est un game plan. Donc ça, c'est des gens qui viennent... c'est des choses que j'ai piquées à David Sidbet, qui est aussi un grand... parce que je fais beaucoup de facilitation graphique, un peu comme le garçon là-bas. Donc, c'est des ateliers tout simples où vous allez retrouver des choses aussi. Vous voyez, on va d'abord aller chercher c'est quoi la cible, c'est quoi le résultat auquel on veut parvenir, avec des petits yeux autour, qu'est-ce qu'on va observer. Puis après, on va définir un peu un plan de vol avec les accélérateurs, les zones de turbulence, les états observables, les ressources. Donc ça, c'est pareil, c'est des ateliers qu'on peut faire avec des petits groupes. Moi, je commence avec les dirigeants, avec ça dure 2 heures, et puis on a une bonne dynamique. Vous pouvez utiliser des choses aussi comme Start with Why de Simon Sinek. On est souvent dans la solution, le what, avant de s'intéresser au why. Donc Simon Sinek, il a écrit un beau bouquin. À la limite, ne le lisez pas. Il y a une belle vidéo sur TEDx, 18 minutes aussi, sous-titrée. Et vous démarrez avec ça, ces petits ateliers tout simples pour les gens, surtout pour éviter que les gens partent trop vite dans l'agilité. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut prendre le temps d'aller vite. C'est-à-dire, on ne fait pas de l'agilité pour l'agilité. Il faut d'abord s'intéresser au why, donc à la cible, au résultat, à ce qui va changer. Et le how, après, c'est la façon d'y aller. Bon, nous, on propose rupture douce, mais il y a d'autres façons d'y aller, quoi. On utilise aussi un autre processus de coaching, donc je vous en donne un qui s'appelle Grow de Sir Whitmore. Donc ça, c'est des ateliers qu'on va faire avec les gens qui vont embarquer le changement dans une entreprise, au-delà des dirigeants, puisqu'il va falloir quand même de la main-d'œuvre pour y aller. Et donc ça, c'est des petits ateliers en 4 étapes, GROW encore. Grow de Sir Whitmore, donc il y a un bouquin aussi sur le sujet, traduit en français. Aujourd'hui, c'est un modèle de coaching des années 80, donc on a été repiqué. Et donc les 4 étapes, qui sont un peu similaires, aller chercher les objectifs, les résultats. Reality, c'est où on en est aujourd'hui. Les options, donc on a tout un tas d'innovation games. Donc, par exemple, pour les options, c'est de travailler avec des jeux comme Remember the Future. Donc, pour tracer une vraie roadmap. Alors, une vraie roadmap au sens, on va dire, anglais du terme, c'est une carte avec des routes. Hein, pas une roadmap à la française, où c'est une carte avec une seule route. Donc, on va travailler sur ces sujets-là. Et puis, derrière, Will, c'est l'engagement. Donc, on a aussi d'autres innovation games, si vous vous intéressez, comme Print the Product Trees. On dessine un arbre avec les différents thèmes, les actions, les résultats, etc. Et en fait, quand on emmène les personnes sur ce petit chemin, et ça dure une journée, à la fin de la journée, l'équipe qui va être un acteur du changement, en fait, ils ont une vision, ils savent où ils en sont, ils ont une trajectoire et ils vont avoir ce qu'on appelle un plan d'action ou un backlog, si on est un peu plus proche de Scrum, avec tous les différents thèmes sur lesquels on va devoir travailler. Généralement, les thèmes qu'on a sont orientés autour de comment travailler sur le produit, donc la chaîne de valeur du produit, travailler sur les rôles, travailler sur les outils, travailler sur l'aspect... les indicateurs, la relation avec le métier, la relation avec la prod, etc. Et ils vont emmener tous ces sujets-là progressivement, donc, parce qu'on va y aller par petites touches, un peu comme les impressionnistes, au travers des saisons pour devenir une organisation agile. J'ai passé sur Lean Startup parce que faut que je raccourcisse un petit peu, sinon on peut utiliser aussi les stratégies Lean Startup. Donc une fois qu'on a tous ces éléments-là, donc on va s'intéresser, on va dépiler ça donc, dans des saisons. Donc les saisons, en fait, on demande aux personnes qui sont ces acteurs du changement, on leur crée des espaces de coworking en général sur cette semaine. On a le début de la saison, le milieu et la fin. Et là, on crée des ateliers uniquement de 90 minutes sur lesquels ils vont venir. Et donc, ils sont invités par des hôtes, quelque part, et à dépiler certains sujets. Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas faire de la conduite de changement à plein temps, puis ça ne ferait pas de sens. C'est avant tout des opérationnels avec qui on veut travailler. Et ça permet aussi de négocier avec leur management, de leur permettre de leur donner, par exemple, 3 fois 90 minutes sur une saison de 7 semaines pour faire avancer l'entreprise. Donc c'est très time-boxé, qui est aussi une des valeurs de l'agilité,
pour faire avancer les choses progressivement et pas en mode Big Bang. Voilà. Encore un truc qui vient de David Sidbett aussi, toujours dans la métaphore du jardinage. C'est-à-dire que ces gens-là, après, quand on les emmène, ce qu'ils font, on utilise juste, comme vous pouvez l'utiliser pour votre jardin. Hein. Je plante des choses, j'ensemence, je fais grandir, je commence à récolter, je laboure, etc. Et donc, ces gens-là, en fait, vont nous aider à cultiver l'agilité, donc qui va scaler par le fait, avec cette métaphore dans l'organisation. Ça, c'est des choses qu'on utilise après sur des murs, c'est très visible. On peut emmener différents acteurs de l'entreprise, voir un petit peu ce qui se passe dedans, quoi. Alors après, comme vous le savez, c'est que même si on veut y aller dans l'agilité, il y a toujours ce phénomène, si vous démarrez ou que vous le rencontrez, donc c'est la fameuse courbe de diffusion des innovations d'Everett Rogers, ça date des années 70, ça a été repris par Jeffrey Moore dans les années 80. Où quand vous allez démarrer, en fait, ce qu'on voit en vert, donc il y a toujours les gens qui veulent y aller, les fameux early adopters, etc., quoi. Et après, on va se confronter à ce qu'on appelle le chasme, donc cette fracture, on va tomber un peu dans la colle, parce qu'après, la population d'après, en fait, c'est des gens qui sont en général ultra pragmatiques, qui ont besoin vraiment qui vont aller vers l'agilité quand même, s'ils comprennent que ça va leur apporter quelque chose. Alors, en tant qu'acteur du changement, c'est là que ça coince un peu, parce qu'on n'arrivera pas à les convaincre, ces personnes-là, par le fait, parce qu'ils vont nous voir comme des beaux parleurs, etc. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de polliniser l'agilité, donc encore un autre terme pour pouvoir faire du scaling, avec notamment des safaris. Donc les safaris, c'est un truc que moi j'avais piqué à un autre copain coach qui est Jean-Claude Grosjean. Les safaris, c'est tout simplement quand dans votre organisation, il commence à y avoir des équipes agiles, d'accord, et d'autres personnes qui s'intéressent, ou qui résistent, ou qui sont sceptiques, etc., c'est d'organiser des safaris. Donc vous prenez ces personnes-là avec appareils photo, smartphone, etc., et vous les connectez et vous les emmenez voir en fait des équipes qui sont déjà agiles, vous les connectez et qui se parlent entre eux, quoi. Et ça marche du feu de Dieu, quoi. Et après, même les exécutifs vont venir, les managers, vous pouvez embarquer les gens du métier parce qu'en fait, ils vont aller voir du réel, quoi. Ils ne vont pas voir des gens, des agilistes qui passent pour des fois des gourous ou pour des beaux parleurs. Ils vont se parler entre eux. Donc ça, c'est un super vecteur de pollinisation. Et puis, je terminerai là-dessus. Une innovation, donc l'agilité généralement est vue comme une innovation quand même culturelle dans les entreprises. Donc une innovation, si on veut qu'elle fonctionne, il faut la rendre publique. Une innovation qui traîne dans un coin, qui reste confidentielle, elle va mourir d'elle-même. Donc une autre technique qu'on utilise, donc ça c'est à la fin des saisons, c'est ce qu'on appelle des foires agiles. Donc les foires agiles, c'est des gros espaces de démo, et donc tous les groupes de travail qui ont fait avancer l'organisation ou les équipes qui ont fait avancer les choses, en fait on réunit tout ça, c'est un peu comme un vide-grenier, on essaie de trouver des grandes salles, il y a des stands de 15 minutes, il y a un monsieur loyal qui toutes les 15 minutes fait circuler tout le monde, ça dure au total 2 heures, on invite le plus de monde possible de l'organisation pour venir voir ce qui se passe. Donc il y a ce genre de choses, et puis il y a aussi maintenant ce que je vois fleurir là depuis un moment, les entreprises donc organisent ça, les grands groupes surtout, et puis aussi il y a une autre forme, c'est les fameux Agile Day, qui sont un mix de foires agiles et de conférences plénières auxquelles sont associés en fait les dirigeants de l'entreprise. Donc ça c'est du réel, hein, c'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Donc j'étais à l'Agile Day d'Air France, celui de la BNP, chez SFR on a fait une grosse foire agile, donc il y a plein, c'est intéressant parce que ça se passe en ce moment, c'est vraiment, ça frétille vraiment en ce moment. Donc voilà un petit peu les éléments que je voulais vous partager avec vous, donc pour pouvoir justement essayer de développer et de polliniser l'agilité dans votre organisation. Donc les slides sont déjà sur SlideShare, donc vous pouvez déjà les retrouver. Et à l'intérieur, je rajouterai, il y aura toute la bibliographie et une vidéothérapie aussi avec toutes les petites vidéos si vous voulez prolonger l'expérience. Et puis aujourd'hui, donc il y a plusieurs ateliers dans lesquels vous pouvez aller pour découvrir en fait, il y a des pratiques de coaching, des pratiques de facilitation, etc. Ça va pour faire un beau voyage vers l'agilité en douceur et puis pour une longue aventure. Voilà.